C'est à partir de 1840, et initialement issu de la veine romantique anglaise, que William Turner, marqué par une recherche novatrice et audacieuse, se fait considérer comme un précurseur de l'impressionnisme. Quelques années avant sa mort, Turner réalise un groupe de tableaux inachevés ou expérimentaux qu'il ne souhaitait pas montrer et qui représentent son dernier style, où son art grandit en richesse, vivacité et audace. Mais c'est poussé par un esprit de réalisme insolent que Manet a déserté l'atelier où se confinent les exercices académiques pour aller comme Courbet vers le plein air. Le déjeuner sur l'herbe, au Salon des Refusés de 1863, installe en pleine campagne des femmes nues à côté de messieurs habillés. C'est un scandale. Les bourgeois, qui pourtant passaient sans sourciller devant le concert champêtre de Giorgione, crient que le déjeuner sur l'herbe offense la pudeur publique et menace la société. Désormais, la peinture va, comme le dira Cézanne, sur le motif. Longtemps, je suis resté sans pouvoir, sans savoir peindre la Sainte Victoire, écrivait-il. Les paysagistes de la fin du XVIIIe siècle, ceux de Barbizon, Courbet, Corot, avaient commencé. La nature et la lumière envahissent la toile. Manet rencontre en la personne de Berthe Morisot, qui deviendra sa belle-sœur, une fée qui voit clair et se dégage de la fumée qui encrasse les tableaux des musées et apprend à voir clair. Les impressionnistes se rangeront autour de Manet comme de leur maître. Il ne se joindra jamais à leur manifestation. Un tableau de Claude Monet, intitulé « Impression, soleil levant », déchaîne la verve du charivari, impressionniste. Les jeunes révolutionnaires accepteront l'étiquette et accepteront les quolibets et les insultes. La première manifestation de l'impressionnisme est l'exposition de la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs, organisée chez le fameux photographe Nadar, au premier étage du 33 boulevard des Capucines. La lumière domine les choses et les transforme. C'est elle qui agit. Elle se divise et ses couleurs jouent entre elles selon les lois qui leur sont propres. Delacroix s'était intéressé plutôt aux travaux de Chevreuil. L'une des plus généreuses figures des impressionnistes est sans doute Pissarro. Peut-être est-ce cette humanité en lui qui l'a amené à introduire parfois des paysans et des paysannes dans ses paysages. Il n'y a là aucune intention sociale. Si Pissarro mêle des figures humaines à la vie des champs, c'est avec simplicité, dénué d'intention autre que plastique, qui caractérise son art. Alfred Sisley, qui était né de parents anglais, justifie le lien qui unit l'école du paysage français à cette glorieuse école anglaise
qui, à l'aurore du romantisme, eut tant d'influence sur elle. Sisley a œuvré à Louvancienne, à Bougival, à Marly, à Sèvres et enfin, à partir de 1879, près de Moret, au bord de l'étang de Loing. C'est lui qui, de tous ses camarades, aura le plus souffert du discrédit public. Claude Monet est le plus caractéristique des impressionnistes, l'impressionniste type. Camarade de Renoir, Sisley et Basile, c'est lui qui les convainc de quitter l'atelier de Charles Clair, où leur jeunesse s'était fourvoyée. Filons d'ici, l'endroit est malsain, on y manque de sincérité. En 1872, Claude Monet s'installe avec sa famille à Argenteuil. Le jardin, les eaux, les bateaux d'Argenteuil auront été le berceau de l'impressionnisme. La carrière de Monet est riche et féconde. Elle s'achève à partir de 1883 à Giverny, lieu désormais célèbre qui offre à son anxiété créatrice l'insaisissable mystère de la pièce d'eau et de ses nymphéas. Dès son chef-d'œuvre de jeunesse, Les femmes au jardin, 1867, il dissocie forme et couleur en marquant l'effet de la lumière qui impose d'autres nuances au ton local, franchit de ses tâches les frontières des contours et va jusqu'à colorier les ombres. C'est aussi une belle vieillesse significative que celle qui couronne la vie de Renoir, vie de constant et ingénu labeur. Mais la paralysie s'en prit à cette main généreuse qui n'a jamais cessé de célébrer les merveilles de la vie, des fleurs, des chairs. En dépit du mal, dans son Éden de Cagne, face à la mer où naquit Aphrodite, le vieil homme, un pinceau attaché à sa main noueuse, continua de peindre jusqu'au terme héroïquement. L'un de ses éblouissants chefs-d'œuvre, le célèbre Moulin de la Galette, 1876, est peut-être la toile maîtresse de l'impressionnisme. Edgar Degas était du groupe. Comme les autres impressionnistes, il revient au réalisme. Il est comme eux un moderne qui se plaît aux aspects de la vie de son temps, à ses modes, à ses divertissements. Comme eux, il cherche les jeux de lumière et ses danseuses sont diaprées et papillotantes à souhait. Comme eux, enfin, il a subi l'influence des estampes japonaises et imité leur mise en page, leur perspective angulaire et oblique. Au contraire des impressionnistes, Degas est un génie urbain et qui, dans le plein air, ne s'est aventuré que jusqu'au champ de course. Le reste du temps, il s'enferme à l'opéra, dans les cafés, dans les boutiques des blanchisseuses, dans les salles de bain. À la suite de Degas, il faut placer ici un génie triste, profondément triste, le singulier Toulouse-Lautrec. Accablé d'un physique pitoyable, ce gentilhomme mena dans les lieux de plaisir nocturnes parisiens
une existence sarcastique et brève. L'œuvre de Toulouse-Lautrec est plongée dans la vie de ces temps modernes, la vie urbaine et sociale, toute chaude de chaleur humaine. Elle y participe. Elle est là en Montmartre, au music-hall, au cirque, sur le trottoir, sur les murs, sur les affiches. Le groupe des néo-impressionnistes fonde en 1884 le Salon des Indépendants. En 1886 a lieu la dernière exposition des impressionnistes. N'expose que Berthe Morisot, Marie Cassatt, Degas, Guillaumin et Gauguin. Odilon Redon et Schufenecker se sont joints à eux. Une nouvelle formule de l'impressionnisme s'y déclare puisqu'il accepte la participation de Seurat, de Signac, de Lucien Pissarro et de son père Camille. La participation de Seurat comptait 5 paysages et un dimanche après-midi à la Grande Jatte, toile de 2 mètres sur 3, l'un des chefs-d'œuvre de l'école française, mais qui ne fut nullement reçu pour tel, est le véritable manifeste de cette nouvelle école. Seurat et Signac, les 2 chefs du groupe, se réclamaient de l'impressionnisme et prétendaient seulement donner un tour scientifique et systématique à ce qui n'avait été jusqu'alors qu'intuition et libre pratique. Avec leurs théories et leurs exemples, la division du ton est une pratique rigoureuse. Ces jeunes gens avaient étudié Chevreul et d'autres physiciens. Ils étaient persuadés de la possibilité de fixer à la peinture des règles scientifiquement fondées. Gauguin, comme Degas, comme Toulouse-Lautrec, peut être classé dans la lignée des esprits pour qui, non pas la couleur au premier chef existe, mais la ligne. C'est la ligne qui dessine, désigne, signifie, c'est elle qui résume, c'est elle qui donne la synthèse des choses. Le groupe de Pont-Aven est né, d'où sortiront les nabis. Gauguin avait trouvé les origines de la vie primitive, de quoi donner un contenu, un sens, à ce style de lignes sinueuses et d'aplats, à ce style d'imagerie qu'il a instauré. L'idée est réintégrée à la forme. Restitution des volumes aux 2 dimensions de la toile, contours ingénieusement, volontairement tracés, acuité stridente des couleurs. Les destinées de Gauguin et de Van Gogh se sont croisées à Arles en 1888. Van Gogh, après les œuvres noires de Hollande, puis la découverte de l'impressionnisme à Paris, s'installe à Arles et y fait une plus exaltante découverte encore, celle du soleil et de la couleur portée à son paroxysme. Il appelle Gauguin et alors éclate le plus étrange drame spirituel. Ce dialogue dans l'insoluble, l'irréductible et finalement explosive rencontre entre ces 2 génies, Gauguin et Van Gogh, tous 2 possédés, tous 2 démoniaques, l'un de la race des tristes, des colériques et des exaspérés, l'autre éperdu de compassion et de charité, et finalement tous 2 emportés par un vertige de fuite,
Pour l'un, la mort dans une église sauvage, et pour l'autre, la folie et le suicide. Ici se situe le point de départ d'un grand mouvement ultérieur, le fauvisme. C'est à bon endroit qu'en 1905, les fauves, employant à des fins arbitraires et réjouissantes la couleur pure, jaillie du tube, se réclameront de Van Gogh. Leur but est de conserver les recherches impressionnistes sur la transcription de la lumière grâce à la couleur. Pour autant, les fauves séparent la couleur et la référence réaliste à l'objet afin d'en accentuer l'expression subjective. L'autre mouvement, qui éclatera un tout petit peu après, vers 1907, le cubisme, se réclamera de Cézanne. Cézanne, à l'Académie suisse, avait rencontré Guillaumin, qu'il avait présenté à Pissarro. C'est un farouche indépendant qui ne souffre pas qu'on lui mette le grappin dessus. L'acte de Cézanne est cartésien. Il recommence sans cesse la peinture. Et pour cette entreprise, il a trouvé la compagnie et la collaboration d'une réalité, sa patrie, la Provence. Elle était déjà toute cézannienne et comme préformée au cézanisme, avec ses plans parallèles, nettement découpés, le bleu de son ciel et enfin la Sainte Victoire, la montagne sacrée, taillée comme un diamant. Dans les régions voisines de l'impressionnisme et du post-impressionnisme, et en plein dans le climat de la poésie symboliste, se situe la figure solitaire d'Odilon Redon et son œuvre merveilleuse, composée d'abord de fusains et de lithos, les femmes noires, et d'esprits nocturnes et fantastiques. Une montée vers les lumières spirituelles, vers le triomphe des fleurs, des couleurs claires et de la grâce. Enfin, on peut clore ce panorama de l'époque impressionniste par le douanier Rousseau. Avec cette curieuse figure, c'est une autre époque qui commence, celle du cubisme, du bateau lavoir et de Guillaume Apollinaire. Ce sont en effet les peintres et les poètes du début du siècle, eux-mêmes entrés dans la légende, qui ont constitué la légende du douanier. Ainsi, leur truculent appétit spirituel a-t-il découvert et fêté l'humble Henri Rousseau, en qui, à leur suite, on s'accorde à reconnaître aujourd'hui l'un des maîtres les plus parfaits de l'école française.